Dans cette vidéo, on va parler du fameux plan d'affaires. Plan d'affaires, c'est quelque chose en quoi j'ai jamais vraiment cru. Personnellement, j'en ai jamais fait, sauf à quelques exceptions. Le plan d'affaires, à mon avis, ça sert absolument à rien dans 98% des cas. Les seules exceptions à ça, c'est si tu vas chercher un investissement, tu vas chercher un prêt, exemple à la BDC, ou si tu t'inscris à des concours comme pour aller chercher des subventions, ils vont te demander le fameux plan d'affaires. Mais personnellement, je trouve que c'est de la grosse perte de temps de faire un plan d'affaires. Surtout que quand tu pars en business, tu vois déjà ça comme une montagne. Le plan d'affaires, puis surtout que la façon qu'on l'enseigne, je pense qu'on l'enseigne même à l'école d'entrepreneuriat à Sherbrooke, c'est comme un gros document, là, des dizaines de pages. Puis ça, je trouve que c'est comme une bosse de trou dans ta montagne que tu imagines quand tu veux partir en affaires. Puis une des raisons principales, c'est que tout ce que tu vas imaginer dans ton plan d'affaires, donc tes hypothèses ou ton plan de match, tes clients, tes prix, tes services que tu vas offrir, tout ça, ça va tellement évoluer dans tes premières années que 90% de ce que tu avais prévu, ben finalement, ça va avoir servi à rien, ça va avoir changé. Puis je trouve une des pires choses dans le plan d'affaires qu'on nous demande de faire, c'est la prévision du cash flow. Je me souviens, je l'ai faite une fois, puis j'en revenais pas à quel point c'était absurde. Dans le fond, si jamais tu sais pas c'est quoi, c'est que ça te demande de prédire ou de prévoir ton cash flow, fait que ton cash disponible, dans les comme 24 à 36 prochains mois. Sérieux, j'ai jamais fait quelque chose d'autant random dans ma vie. Puis je me disais, je peux pas croire qu'il y a vraiment du monde qui vont analyser ça puis dire, OK, cool, dans 3 ans, il va y avoir tant de cash flow. C'est basé sur absolument rien. Puis c'est la même chose aussi, les prévisions de vente. Là, tu sais, OK, première année, je vais faire genre 90 000, deuxième année, genre 250 000. Basé sur quoi, tu sais? Pour moi, le plus important, c'est l'action. C'est vas-y, teste tes hypothèses. Assure-toi de régler un vrai problème, propose une vraie bonne solution qui règle ce problème-là, puis ton plan d'affaires, tu n'en as pas besoin. Pour ceux qui veulent vraiment avoir un plan d'affaires ou qui sont plusieurs partenaires dans le projet, ce que je te conseille de faire, au lieu de faire un vrai long plan d'affaires qui ne sert absolument à rien, tu peux faire comme une page sur laquelle je vais t'expliquer quoi mettre dessus. Mais tu sais, juste une page, ça fait en masse la job. C'est en 4 points que je te suggère de faire ça. Fait que le premier, tu vas décrire au maximum de tes connaissances le problème que tu résous. Après ça, tu vas décrire le client à qui tu vas vendre tes produits-services. Une idée environ de combien tu vas charger pour tes produits-services, puis lister tes compétiteurs directs et indirects. Si tu es encore là, j'imagine que tu apprécies ma vidéo. Fait que ce que je te demanderais en retour, ce serait hyper apprécié si tu peux laisser un petit like et t'abonner à ma chaîne. Fait que si je rentre dans chacun des points, bien décrire le problème, honnêtement, c'est le point le plus important. Mieux tu vas être capable de comprendre le problème puis de l'expliquer dans les mots de ta clientèle, plus ça va être facile pour toi après de le vendre puis de le marketer. Parce que, puis ça je pourrais en parler longtemps, de tout ce qui est vente, marketing, mais plus tu es capable d'utiliser leurs mots, de raisonner avec leurs problèmes, ils vont être capables de ce qu'on dit de relate. Fait qu'ils vont écouter ce que tu dis puis ils vont dire shit, moi aussi je vis ça en ce moment, ça m'intéresse. Puis tu n'as même pas encore parlé de ta solution. Tu as juste tellement bien compris puis exprimé le problème que déjà là, le client il est 80% vendu. Si dans ton cas, tu pars une business puis que tu ne règles pas vraiment un problème, je suis définitivement pas la bonne personne pour t'aider à te partir. Dans le fond, si tu fais ça, tu vas rentrer dans la statistique. 90% de chances que ta business ne fonctionne pas après 5 ans. C'est ça la stat, c'est ça qui arrive. Moi, ce que je propose, puis ce que je veux montrer dans mes vidéos, c'est plus la façon bootstrap que tu vas trouver un vrai problème, tu vas développer une vraie bonne solution à ce problème-là, puis tes chances de réussite sont pratiquement 99% si tu es sérieux dans ta démarche. Après ça, le deuxième point, c'est de décrire ta clientèle. Fait exemple, toi, tu vises, je sais pas, les magasins de piscine. OK, ben tu vas dire, moi, je vais essayer de viser les magasins de piscine, ceux à qui j'ai parlé quand j'ai fait mes entrevues, comme j'explique dans d'autres vidéos. Au début, tu fais des entrevues pour parler aux gens, puis trouver des problèmes sur le terrain. Puis le problème qui semble être récurrent, ben c'est souvent quand je parlais avec des propriétaires de magasins de piscine, genre entre 15 et 30 employés sur le terrain. C'est des magasins, disons, au Québec. Fait que tu essaies de décrire le mieux possible ta clientèle. Puis ça, évidemment, ça va sûrement changer. Tu risques de trouver d'autres industries avec qui ça fonctionne peut-être encore mieux ton produit que tu offres dans le futur. Mais au moins, c'est un point de départ que tu peux mettre sur ton genre de one-pager. Après ça, une idée de combien tu vas charger pour ton produit-service. Puis ça, je préfère une vidéo là-dessus. C'est hyper important. Fait que pour ce qui est du prix, je suis rendu quand même un expert parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais c'est tout est dans les entrevues avec les clients. Puis le truc, c'est de trouver tes deux prix. Fait que le prix comme maximum puis le prix minimum. Minimum, oui, parce que dans le fond, c'est toute une question de perception de valeur. À un moment donné, tu es tellement bas que les gens
même si ton service est bon, ils vont dire ben, c'est tellement pas cher que la perception de valeur est trop basse, fait qu'ils n'achèteront pas. Fait que c'est important que tu trouves tes deux prix. Puis pour les trouver, moi, le truc que j'ai, c'est que dans tes entrevues avec les clients, tu poses des questions très, très intelligentes dans le sens. Fait que toi, mettons, tu te dis, ben écoute, moi, environ 200$ par mois, je serais satisfait avec ça. Fait que dans tes tests, il faut vraiment que tu ailles aux extrémités. Fait qu'un test que je ferais avec un client, un lead potentiel, c'est genre, OK, ben good, ton problème, il semble être ça, ma solution, c'est ça. Tu serais-tu prêt à payer genre 800$ par mois? Ou genre 1500$ par mois? Tu vas vraiment extrême. Puis pourquoi extrême? C'est parce que des fois, tu vas être choqué ou surpris à quel point ce que tu penses qui est le bon prix, le prix trop élevé, bien finalement, tu peux aller beaucoup plus haut. Fait que, mettons, tu dis, serais-tu prêt à payer 1500$ par mois? Il va dire, écoute, c'est beaucoup trop élevé. Ta solution répond vraiment à mon problème, mais c'est trop haut. Fait que là, tu sais que 1500, c'est trop haut. Fait que là, tu peux essayer après ça peut-être à 800, 850. Puis là, la personne va peut-être dire, écoute, c'est cher, mais écoute, si ta solution elle répond vraiment à ce problème-là que j'ai en ce moment, OK, je serais prêt à le payer. Puis c'est ça que tu veux trouver, c'est ton sweet spot de comme les gens vont trouver ça cher, mais ils vont tellement avoir besoin d'une solution pour résoudre ce problème-là qu'ils vont le payer. Puis toi, de ton côté, ça va être ultra plus payant que si tu étais allé juste à ton petit 200$ par mois que tu voulais au début, par exemple. Puis après ça, il faut que tu trouves le prix le plus bas. Fait que ça c'est un petit peu plus dur. Fait qu'il va falloir que tu fasses des tests encore la même chose. Tu dis, écoute, si c'est 50$ par mois, est-ce que tu le paierais? Puis souvent, la réaction, ça va être genre, ben oui, c'est sûr, 50$, je veux dire, c'est rien. Ou pour nous, c'est comme un café le matin. Fait que tu vas avoir des réactions un petit peu plus, genre, oh, je m'en fous. Puis ça, c'est vraiment un signe que tu es beaucoup trop bas. Ce que tu veux, c'est quand même que la personne y pense. Si elle pense pas, c'est parce que la perception de valeur est là, puis le prix il est trop bas. Fait que dans le fond, tu veux vraiment rééquilibrer, puis même un petit peu plus élever ton prix que la perception de valeur. Puis là, tu risques d'avoir trouvé ton sweet spot. Bref, je pourrais en parler longtemps de la validation du prix, mais sur ton mini plan d'affaires d'une page, essaie quand même de mettre le plus d'informations possible. Puis dans tes entrevues, essaie de faire des tests, comme je viens de dire, pour trouver c'est quoi environ tes deux prix. Fait que vraiment le plus bas, puis le plus haut que tu peux aller. Puis après ça, pour ce qui est des compétiteurs, je vais en parler rapidement, mais en gros, il y a comme deux façons de penser. Il y a ceux qui disent que c'est mieux de ne pas avoir de compétiteurs. Il y en a qui disent que c'est mieux d'avoir des compétiteurs. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des compétiteurs parce que ça prouve que le marché il est validé d'une certaine façon. Puis là, après ça, quand tu as de la compétition, encore là, il y a deux façons de penser. Il y a ceux qui vont avoir lu le livre Blue Ocean Strategy qui dit qu'il faut absolument te différencier des compétiteurs pour être capable de percer le marché. Je suis d'accord en partie. Si tu veux te faire une grosse entreprise, tu veux révolutionner le marché, 100% d'accord, il faut que tu aies un élément différenciateur. Dans une optique de partir plus sur un lifestyle business avec quelques employés, dans une optique de juste comme vivre ta vie, faire comme 15 à 20 000 par mois de revenus, l'élément différenciateur, ça va être ta personne. Dans le fond, ça va être la relation que tu vas créer avec tes clients. Puis même si les compétiteurs ils viennent les solliciter, puis c'est genre 100$ de moins par mois, ils vont pas y aller. Évidemment, si tu as une bonne relation avec ton client. Tout ça pour dire que liste tes compétiteurs directs et indirects. Fait que direct, c'est eux qui font exactement la même chose que toi. Puis indirect, c'est eux qui font quelque chose un petit peu différent ou très différent, mais qui résout le problème d'une façon que le client n'a plus vraiment besoin de ta solution. Puis c'est correct au début si tu ne les connais pas toutes. Là, comme je viens de dire, c'est pas tant grave si tu es dans une optique de bootstrapper un lifestyle business. Puis dans le cas inverse, si tu veux vraiment partir quelque chose de gros, je te conseille justement le livre Blue Ocean Strategy dans lequel il explique comment trouver ton élément différenciateur. Fait qu'en résumé, je dirais au niveau du plan d'affaires, perds pas trop de temps avec ça parce que toutes tes hypothèses, 90% de tes hypothèses que tu vas émettre au début, ça se passera pas de même ou tu vas imaginer un scénario, finalement ça va être complètement différent. La clé selon moi, c'est vraiment l'action. Il faut que tu ailles découvrir le marché, il faut que tu fasses des erreurs au début, il faut que tu testes les choses. Tu vas apprendre beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion puis l'analyse de te faire un plan d'affaires hyper beau, 30 pages, qui va servir absolument à rien. Fait que voilà pour ce qui est du plan d'affaires. Ça serait super apprécié si tu pouvais laisser un like et t'abonner à ma chaîne. Puis en terminant, je te recommanderais une autre vidéo que j'ai fait récemment sur les 6 bonnes étapes pour partir ton entreprise. Fait que si ça t'intéresse, je te conseille vraiment cette vidéo-là. Tu peux aller la voir juste ici.